Quand Margot Dubois, 24 ans, frappa à la grille imposante du domaine Rousseau, tenant dans ses bras une fillette de 4 ans profondément endormie, elle n'imaginait pas que ce geste désespéré allait bouleverser de vie. Les vêtements en lambeaux, les cheveux décoiffés par le Mistral, les yeux brillants de fatigue et de larmes, elle balbutia ces mots d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, monsieur, je peux nettoyer votre maison en échange d'un simple repas pour ma fille ?» Pierre Rousseau, figé dans l'encadrement de la pourte, sentit son cœur rater un battement. Car lorsqu'il plongea le regard dans le visage paisible de l'enfant endormi, il crut voir un fantôme. Les mêmes yeux, le même grain de beauté, le même sourire doux. Cette petite fille était le portrait craché d'Emma, sa propre fille, disparue 5 ans plus tôt dans un tragique accident de voiture. Ou peut-être Emma n'était-elle jamais vraiment morte? Le château Rousseau, perché sur les hauteurs de Provence, semblait suspendu hors du temps. Les jardins taillés au millimètre reflétaient la lumière dorée du crépuscule provençal. Ce soir-là, comme tant d'autres depuis 5 ans, Pierre, richissime entrepreneur de 45 ans, s'était réfugié dans son bureau, coupé du monde, des gens et de lui-même. Depuis la perte de sa femme, Françoise, et de leur unique enfant, il vivait reclus, entre murs silencieux et souvenirs douloureux. Quand la première sonnerie retentit, il ne bougea pas. Personne ne venait jamais ici. La seconde le tira de ses pensées. Agacé, il se leva, traversa les couloirs vides du château et consulta l'interphone. Une silhouette féminine se découpait dans la pénombre, tenant un enfant. Encore une démarcheuse, pensa-t-il, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il en perdit la voix. Devant lui, une jeune femme, au visage ravagé par l'épuisement et le froid. Elle portait un jean troué, un vieux sweat rouge et des baskets usées. Son regard vert, embué de larmes, ne fuyait pas. Il implorait. Dans ses bras, une petite fille au visage endormi, les boucles blondes s'échappant d'un bonnet-être grand. Margot tremblait, pas seulement de froid, de honte aussi, d'appréhension. Quand elle leva les yeux vers Pierre, ses larmes coulèrent sans bruit. « Je vous en supplie, juste un repas pour elle, je ferai tout ce que vous voulez. » Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Une émotion familière, presque oubliée, s'éveilla en lui. Et puis l'enfant s'éveilla doucement. Elle leva la tête vers Pierre. Le monde s'arrêta. Son regard, ses yeux bleus identiques aux siens, ce visage, cette fossette, cette manière d'incliner la tête avec curiosité. C'était comme voir Emma, sa petite Emma, telle qu'elle était à 4 ans. Il chancela, se rattrapa au chambranle. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Quel est son prénom ?»« Emma », répondit Margot. Pierre sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Emma, le même prénom. Impossible, et pourtant... Il n'hésita plus. Il ouvrit la porte en grand et les fit entrer. Tandis que Margot franchissait timidement le seuil du château, tenant toujours sa fille dans ses bras, Pierre ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant. Chaque geste, chaque sourire ensommeillé, chaque clignement de paupières le ramenait à une époque révolue. Il les guida jusqu'au grand salon, où une cheminée diffusait une chaleur réconfortante. Emma, maintenant éveillée, regardait autour d'elle avec émerveillement. Margot, elle, semblait toujours sur le point de s'effondrer, n'osant croire à cette hospitalité soudaine. Dans la cuisine, Pierre s'affairait, préparant un repas simple. Ses gestes étaient maladroits. Il n'avait cuisiné depuis des années. Il ne pouvait détourner ses pensées de cette ressemblance troublante. De retour au salon, il déposa un plateau devant Margot. Celle-ci le remerciant en murmurant, les yeux embués. Emma, affamée, mangeait avec enthousiasme poignant. « Racontez-moi » demanda-t-il doucement. Margot expliqua. La mort de son mari, Marc, ouvrier décédé sur un chantier. Son licenciement quelques mois plus tard. Les nuits dans la voiture. L'incapacité à payer un loyer. Elle avait tout tenté pour nourrir sa fille. Pendant qu'elle parlait, Emma jouait calmement avec une poupée de chiffon élimée. Soudain, la fillette s'approcha d'un tableau accroché au mur. C'était une vieille photo de famille, Pierre, Françoise et leur Emma. La petite s'arrêta, pointa du doigt et dit « Elle me ressemble, la fille sur la photo ?» Le silence s'abattit. Margot regarda la photo, visiblement troublée. Pierre expliqua d'une voix tranglée que c'était sa fille,
morte dans un accident. Et là, la fillette se tourna vers lui. « Papa » souffla-t-elle. Pierre eut un sursaut. Ce mot, ce ton, identique à ceux d'Emma. Le même appel doux. Margot se leva précipitamment, prenant la main de sa fille. « Excusez-la, elle est juste un peu confuse. » Pierre, sans un mot, se dirigea vers son bureau. Il devait vérifier. Il ouvrit son coffre et en sortit un vieux dossier, l'accident, les rapports médicaux, et là, une note manuscrite sur le rapport d'hôpital. Identification difficile en raison de l'état du corps. Vérification ADN nécessaire. Une autre feuille le fit frissonner. Une demande de test ADN, signée de sa main, mais à côté, une annulation. Test annulé à la demande de la famille. Mais il n'avait jamais annulé quoi que ce soit. Lorsqu'il revint au salon, les mains tremblaient. Emma dormait paisiblement. Margot la couvrait tendrement. Pierre s'assit face à elle. « Margot, est-ce que vous êtes certaine que Emma est votre fille biologique ?» Offensée, elle répondit « Je l'ai mise au monde à l'hôpital de Marseille en 2019. » Pierre hocha lentement la tête. « Je crois que quelqu'un nous a menti et que cette vérité est restée cachée depuis 5 ans. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner pour découvrir la suite et d'autres histoires qui remettent en question ce que l'on croit savoir sur la famille, le destin et la vérité. Likez, commentez si vous croyez aux secondes chances et partagez cette histoire à ceux qui ont besoin de croire en la magie des retrouvailles. » Le lendemain matin, le jour se leva sur un château chargé de silence et de doute. Pierre n'avait pas dormi. Tandis que le soleil inondait la cuisine d'une lumière douce, il prépara un petit déjeuner simple, un geste qu'il n'avait plus accompli depuis des années. Le parfum du pain chaud et du cacao flottait dans l'air. Lorsque la petite Emma entra, ses boucles blondes encore ébouriffées par le sommeil, elle sourit en le voyant. « Merci de nous avoir laissé dormir ici, monsieur. » Pierre s'accroupit à sa hauteur, posa une main sur son épaule. « Dis-moi, Emma, tu te souviens de quand tu étais toute petite, avant de vivre avec ta maman ?» Emma réfléchit un instant, fronça légèrement les sourcils. « Je me souviens de maman et de papa Marc. Mais avant ça, non. » Pierre échangea un regard silencieux avec Margot, qui venait d'entrer dans la cuisine. Il se leva, le cœur battant. « Nous devons aller à l'hôpital de Marseille, » déclara-t-il. « Quelque chose me dit qu'il y a eu une erreur il y a 5 ans. Ou, pire encore. » Margot, bien qu'encore sceptique, acquiesça. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au centre hospitalier après un trajet tendu et silencieux. Pierre avait pris soin d'appeler le docteur Moreau, chef du service pédiatrique qui était en poste à l'époque du drame. Assis dans son bureau, le docteur les accueillit, visiblement nerveux. Lorsque Pierre lui demanda d'examiner attentivement le visage d'Emma, il pâlit instantanément. Ses mains se mirent à trembler. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il se leva sans un mot, se dirigea vers les archives et en sortit un vieux dossier médical couvert de poussière. Il le feuilleta lentement, le visage de plus en plus figé. Puis il s'arrêta. « Il y a eu une 2e voiture impliquée dans l'accident », commença-t-il. « Ce soir-là, en plus de votre femme et votre fille, un couple avec leur enfant a également été hospitalisé. Le couple est mort sur le coup. L'enfant, elle, a survécu. » Un frisson glacé parcourut le dos de Pierre. Le médecin poursuivit. « Les corps étaient méconnaissables. Les identifications ont été faites à la hâte. Une confusion s'est glissée. La fillette survivante a été enregistrée comme étant celle de l'autre couple. Votre fille n'a jamais été identifiée correctement. Elle a été envoyée dans un orphelinat sous une fausse identité. » Margot, sous le choc, resta figée. « Attendez, vous voulez dire que… » ?»« Oui, » coupa doucement le docteur. « Emma, votre Emma, monsieur Rousseau, a été confiée, par erreur, à une famille adoptive. À vous, Margot. Et vous ne pouviez pas le savoir. Personne ne le pouvait. » La pièce bascula dans un silence de plomb. Pierre regarda Emma, assise calmement, qui observait les adultes sans comprendre. Sa fille, sa propre fille, vivait à quelques kilomètres de lui depuis 4 ans, sans qu'il le sache. Et ce n'était pas tout. Le docteur Moreau baissa les yeux, la gorge nouée. Il se leva, alla fermer la porte du bureau. Lorsqu'il revint, son visage était grave.
Je dois vous dire autre chose. Quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis trop longtemps. » Il prit une profonde aspiration, puis révéla qu'un homme s'était présenté à l'hôpital peu après l'accident. Un homme bien habillé, se disant avocat de la compagnie d'assurance de Pierre. Il avait en main des documents officiels, connaissait des détails privés sur la famille Rousseau. Il m'a convaincu qu'il valait mieux ne pas alerter Pierre, que l'état de l'enfant était trop traumatisant pour lui. Il voulait épargner sa douleur. Et comme si cela ne suffisait pas, l'homme avait aussi laissé un généreux don à l'hôpital. Quelques jours plus tard, il était revenu avec d'autres papiers, organisant l'adoption rapide de l'enfant, qu'il désigna comme orphelin. Pierre blêmit. Décrivez-moi cet homme. Il avait la cinquantaine, les cheveux poivre et sel, une cicatrice sur la main gauche. Le sang de Pierre ne fit qu'un tour. Victor Dubois, souffla-t-il. Son ancien associé, un homme qu'il avait autrefois considéré comme un frère, avant de découvrir qu'il détournait des millions d'euros, avant de le renvoyer et de le dénoncer à la justice. Un homme qui, ce soir-là, avait juré de se venger. Et il avait tenu parole. Pierre ferma les yeux. La vérité s'assemblait, pièce par pièce. Victor ne s'était pas contenté de ruiner sa carrière. Il lui avait aussi volé sa fille. Cette histoire vous fait frissonner ? Alors laissez un petit like pour soutenir ce genre de récit et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un qui croit en la force du destin et aux liens qui défient le temps. Pierre resta immobile, foudroyé par les révélations du docteur Moreau. La douleur, la colère, l'incompréhension, tout se bousculait dans sa poitrine. Victor Dubois, l'homme à qui il avait jadis tendu la main, celui qu'il avait dénoncé avec justice, était allé jusqu'à utiliser un enfant innocent pour se venger. Il venait souvent à l'hôpital, ajouta Moreau d'une voix presque coupable. Il vérifiait que l'enfant était bien remise, s'assurait que personne ne fasse le lien. Une fois, je l'ai entendu dire au téléphone, « Pierre ne doit jamais savoir, sa douleur est la seule justice qu'il mérite. » Pierre serra les poings, les jointures blanches sous la pression. Ce n'était pas seulement une vengeance financière ou sociale, c'était une punition méticuleusement orchestrée. 5 années de deuil sur une tombe vide, 5 années d'amour paternel volé. Margot, restée silencieuse jusque-là, intervint d'une voix grave. « Il faut penser à Emma, avant toute chose. Elle a besoin de stabilité, pas d'un combat, pas de vengeance. » Elle avait raison. Pierre la regarda longuement. Cette femme qui avait aimé et élevé Emma sans savoir la vérité avait une noblesse que bien peu possédaient. Il se tourna vers sa fille, qui jouait doucement avec sa poupée, insouciante, innocente. Elle leva les yeux et, une fois encore, l'appela papa, d'une voix douce comme un souffle. Ce mot, si simple, fut une tempête intérieure. Cette fois, Pierre le savait. Elle était sa fille. Et pourtant, elle appartenait aussi à Margot, celle qui l'avait bercée, nourrie, consolée. « Tu n'as rien fait de mal, » murmura-t-il en prenant Emma dans ses bras. « Tu as fait quelque chose de magnifique. Tu es revenu à moi. » Mais il le savait, ce n'était que le début. Sur le chemin du retour, le silence était lourd, presque sacré. Emma, endormie sur la banquette arrière, tenait toujours sa poupée contre elle. Margot regardait le paysage défiler, des larmes silencieuses glissant sur ses joues. Pierre conduisait droit devant lui, déterminé à faire éclater la vérité, sans briser ce que le destin avait recollé. Arrivé au château, Pierre porta Emma jusqu'à la chambre d'amis et l'accoucha tendrement, déposant un baiser sur son front, un geste qu'il croyait ne jamais pouvoir refaire. Il resta un moment figé dans l'embrasure de la porte, à contempler sa fille. Il n'y avait plus aucun doute. Elle était là, vivante. Dans le salon, Margot l'attendait, une tasse de thé entre les mains. Ses doigts tremblaient. « Emma est tout ce que j'ai. Je l'ai élevée depuis ces 6 mois. Je lui ai appris à marcher, à parler. C'est ma fille, même si je ne l'ai pas portée en moi. » Pierre s'assit en face d'elle. « Je comprends. J'ai aussi perdu 5 années. 5 années à pleurer sur une tombe. 5 années sans ses rires, ses câlins, ses mots doux. » Un silence poignant s'installa. Aucun d'eux n'était coupable, mais tous deux souffraient d'une vérité aussi cruelle que paradoxale. Ils aimaient le même enfant, l'un par le sang, l'autre par le cœur.
Pierre se leva, se planta devant la grande baie vitrée. Le jardin baignait dans l'obscurité tranquille de la nuit. « Et si on ne choisissait pas ?» Margot releva la tête, surprise. « Et si on formait une famille ? Pas un couple, pas un mariage forcé, juste une famille, pour elle. Elle a besoin de nous deux. Toi, tu es la maman qu'elle a connue. Moi, je suis son père biologique. Elle n'a pas à perdre l'un pour retrouver l'autre. » Margot sembla bouleversée. « Mais je n'ai plus rien. Pas de maison, pas de travail, et je ne veux pas vivre de votre charité. » « Ce n'est pas de la charité, c'est une nécessité. Pour elle. Ici, il y a de la place, et je crois qu'on peut y arriver. Ensemble. » Margot hésita, puis hocha lentement la tête. « Et Victor ? Vous allez le confronter ? » ?»« Oui, mais pas seul. Et pas avec violence. S'il a fait ça une fois, il pourrait recommencer, ou s'en prendre à d'autres. » Ils décidèrent d'aller à sa rencontre. Ensemble, avec calme, mais avec détermination. Il était temps que Victor voie ce que son acte avait vraiment engendré, une famille soudée, unie dans l'adversité. Le lendemain, Pierre enquêta et découvrit que Victor vivait dans une luxueuse propriété en périphérie de Marseille, un château acheté ironiquement avec l'argent volé. Ce soir-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement, Pierre et Margot se préparaient à affronter leur passé. Une dernière fois. Si vous croyez que la vérité finit toujours par remonter à la surface, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez savoir ce que Victor leur dira, pensez à vous abonner à la chaîne. On vous promet que la suite est à couper le souffle. Le château de Victor Dubois se dressait à l'horizon, baigni d'une lumière chaude. Tout semblait calme à l'extérieur, presque paisible. Mais dans le cœur de Pierre, une tempête grondait. Ce n'était pas seulement la confrontation d'un homme trahi, c'était un père venu récupérer ce que l'on lui avait volé. Pierre et Margot avaient pris soin de laisser Emma avec la gouvernante, dans un climat rassurant. Ils lui avaient simplement dit qu'ils allaient régler une affaire importante, pour leur avenir à tous les trois. Lorsqu'ils sonnèrent à la porte, Victor ouvrit, vêtu d'un costume de soie. À la vue de Pierre, son sourire se figea. Et quand il aperçut Margot, sa mâchoire se crispa. Il comprit immédiatement. « Il faut qu'on parle de ma fille », lança Pierre d'une voix calme, mais glaciale. Victor les fit entrer, presque mécaniquement, dans son salon opulent, où chaque meuble criait l'arrogance d'un homme qui croyait avoir gagné. Mais ce soir, il allait tout perdre. Pierre alla droit au but. « Emma est vivante, je l'ai retrouvée. Et je sais tout. » Victor perdit immédiatement toute couleur. Il s'affaissa dans un fauteuil, la tête entre les mains, puis, sous la pression, parla. Il confessa. Tout. Il expliqua comment, lorsque Pierre l'avait dénoncé pour détournement de fonds, il avait tout perdu. Sa fortune, sa réputation, sa famille. Dans sa haine, il avait voulu que Pierre ressente une douleur semblable. Alors, quand l'accident eut lieu, il y vit une opportunité. Il utilisa ses relations, son influence, ses ressources pour manipuler les papiers, orienter les décisions. Il fit en sorte qu'Emma soit déclarée morte. Il organisa son adoption par Margot et Marc. Tout cela pour priver Pierre de ce qu'il avait de plus précieux. Margot, le visage décomposé, s'écria « Vous avez utilisé un enfant pour vous venger ? Une innocente ?» Je ne voulais pas lui faire de mal. Je croyais sincèrement qu'elle serait mieux loin de lui. Je voulais seulement que Pierre souffre, autant que moi. Pierre, debout devant lui, tremblait de rage contenue. « Tu m'as volé 5 années de sa vie. 5 années de sourires, de peur, de dessins accrochés au frigo. Et pendant tout ce temps, je déposais des fleurs sur une tombe vide. » Victor tenta de parler, mais Pierre sortit son téléphone et appuya sur un bouton. L'enregistrement tournait depuis le début. « Tu viens d'avouer. Enlèvement, falsification, corruption. Tu passeras le reste de ta vie là où tu ne pourras plus jamais manipuler personne. » Mais avant d'appeler la police, Pierre voulut dire une dernière chose. « Tu croyais me détruire, mais tu as échoué. Car malgré tout, Emma a été aimée. Elle a grandi auprès d'une femme merveilleuse. Et aujourd'hui, nous sommes une famille.
plus forte que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu as voulu détruire, mais tu as construit sans le vouloir. » Victor éclata en sanglots. Mais Pierre était déjà debout, téléphone en main, déterminé. Quelques heures plus tard, Victor Dubois était placé en garde à vue. 3 mois passèrent. Le château Rousseau était méconnaissable. Il avait retrouvé une âme. Les corridors hors 3 silencieux résonnaient à nouveau de rires d'enfants. Margot, d'abord hésitante, avait accepté l'idée d'une cohabitation. Petit à petit, elle et Pierre avaient découvert qu'ils partageaient bien plus qu'un amour commun pour Emma. Ils partageaient des valeurs, des blessures et une force tranquille. Ce n'était pas encore une histoire d'amour romantique, mais c'était un lien puissant, sincère, un respect mutuel, un partenariat solide tissé autour d'une enfant qui, sans le savoir, avait réparé 2 cœurs brisés. Emma s'en éplait veille. Elle comprenait à sa manière que Pierre était son papa de naissance et que Margot resterait à jamais sa maman de cœur. Pour elle, cette nouvelle famille n'était pas un paradoxe. C'était simplement la vie, dans toute sa magie imprévisible. Victor fut condamné à 10 ans de prison. Avant son transfert, il adressa une lettre à Pierre. Il y demandait pardon, reconnaissait son crime et le remerciait de ne pas avoir cherché à se venger physiquement. Pierre, en lisant la lettre, sentit un étrange mélange de colère et de compassion. Mais il savait que tourner la page ne signifiait pas oublier, cela signifiait choisir d'avancer. Un soir de printemps, alors qu'Emma jouait dans le jardin, Margot et Pierre, assis côte à côte sur la terrasse, contemplaient le soleil couchant. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'il se serait passé si tu n'avais pas ouvert cette porte ce soir-là, » dit-elle à voix basse. Pierre sourit. « Je ne serais resté que cet homme amer qui ne parlait qu'au silence, et toi tu serais peut-être encore sur la route à chercher un toit pour ta fille. » « Le destin a des chemins étranges, » murmura-t-elle. Elle voulut ajouter quelque chose, hésita, rougit. Pierre la regarda avec tendresse. « Tu n'as pas besoin de tout dire. Je ne sais pas où nous allons, mais je sais une chose, je te respecte profondément. Et Emma t'adore, le reste viendra. » À cet instant, Emma courut vers eux, les bras tendus. « Maman, papa, venez jouer avec moi !» Et comme un symbole plus fort que tous les mots, ils se levèrent ensemble, main dans la main, pour rejoindre cette petite fille lumineuse qui avait réuni 2 âmes fracassées et leur avait offert un nouveau départ. Si cette histoire vous a ému, laissez un petit émo d'Abba de cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de croire que même les cicatrices peuvent donner naissance à des merveilles. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants, où le destin, l'amour et la vérité finissent toujours par triompher.